Bienvenue sur Racisme. Des mots sur les mots, un podcast créé par la section lilloise de la LDH. Chaque année en France, au moins 1 million de personnes sont victimes de racisme. Seuls 3% portent plainte. Ainsi, la LDH a souhaité redonner la parole aux concernés. Pour ce faire, nous avons parcouru le Nord afin de recueillir des témoignages anonymes et fait appel à des sociologues, des historiens, des juristes et des militants dans le but d'inscrire le vécu individuel dans une réalité collective. Aujourd'hui, nous présentons l'épisode « Islamophobie, la notion dérange, la réalité blesse ». Ce terme a beau être controversé, il illustre les particularités de ce racisme croissant dans toutes les sphères de la société. Quand t'es musulman ou que t'es juste perçu comme tel, c'est comme si t'étais même plus une personne. T'es juste une case. T'es un objet de curiosité. T'es une suspicion. Première fois où je suis monté en responsabilité au sein d'une association, j'ai été convoqué quelques jours plus tard par mon bureau national qui venait de recevoir un appel sur lequel j'aurais été envoyé par une association communautaire pour faire de l'entrisme à l'université. Mais c'est quel genre de dinguerie. Là, on parle d'un engagement que je menais depuis 5 ans. Enfin, depuis les 5 ans, on organise la solidarité, on défend les droits. Et en un claquement de doigts, je suis devenu un danger démocratique. Et franchement, un truc comme ça, tu sais même pas comment réagir. Tu vas aller voir la personne, elle te trouvera une justification. Parce que c'est tellement banalisé que ça choque plus. Juste, c'est un débat, c'est une réflexion, c'est une idéologie. Non, c'est de l'islamophobie, il faut poser les termes. Julien Talpin, sociologue chercheur au CNRS et co-auteur du livre « La France, tu l'aimes et tu la quittes » sur la diaspora musulmane française, nous en parle pour introduire l'épisode. Alors on a une difficulté, j'ai envie de dire presque historique, à la reconnaissance de ce terme, de cette notion, de ce concept d'islamophobie, tout particulièrement en France, alors que c'est une notion qui est reconnue à l'échelle internationale. En France, on a du mal avec ce terme-là, de par la mobilisation de certains intellectuels, en particulier responsables politiques, qui considèrent que ce serait une notion plus militante que scientifique, à rebours justement de sa généalogie assez précise que je viens d'évoquer, quand bien même le terme en fait est plus ancien. Le terme d'islamophobie est employé par des orientalistes au début du XXe siècle. Alors peut-être de façon un peu contre-intuitive, mais l'islamophobie, ce n'est pas la peur de l'islam. Comme l'homophobie, ce n'est pas ou pas seulement la peur des homosexuels, c'est l'ensemble des formes de discrimination, de stigmatisation, de violence qui ciblent un groupe qu'on essentialise, en l'occurrence ici celui des musulmans. Et toute la difficulté que ce défaut de reconnaissance dans le débat public, mais aussi par les institutions publiques en France, c'est que quand on qualifie mal un phénomène, c'est dur derrière de bien l'objectiver, le quantifier et derrière lutter contre. Et à table, récemment, j'ai vécu pareil, en tout cas une situation islamophobe, mais encore une fois, c'est pas criant, c'est pas assumé, mais c'est toujours des maladresses, des mots décalés en fait qui font que personne ne s'alarme, mais en réalité le vivre c'est jamais très plaisant et surtout moi j'ai rien demandé quoi. Et surtout que je me revendique pas du tout musulman au travail ou n'importe quoi, enfin nulle part, juste je fais ma vie quoi. Et il s'avère qu'à la cantine, oui, je prends pas de viande vu que la viande n'est pas halal et donc ça se remarque que je ne prends jamais de viande. Et un jour on mangeait donc avec tous les collègues, on était vraiment beaucoup, c'était une grande table, on était genre 8 ou 9. Là, c'est un de mes N+1 qui commence à faire une remarque. Et donc là, il commence à me poser, mais en fait, devant tout le monde, c'est ça, encore une fois, être en porte-à-faux de trucs, quoi. Plein de questions sur les plats que je peux manger ou que je peux pas manger. Ah, mais le bœuf bourguignon, tu sais que le vin, il s'évapore. Moi, ma fille, elle a 5 ans, elle est pas bourrée. Bah oui, merci, je sais bien. Ah, mais est-ce que les frites dans la graisse de bœuf, tu peux manger? Mais est-ce que ça, tu peux manger? Mais du coup, en fait, il y a plein de plats français que tu peux pas manger. Et en fait, ah oui. Et moi, du coup, j'ai dit oui, du bœuf bourguignon, j'en ai déjà mangé, j'ai pas mis de vin. Ah, mais du coup, t'as pas mangé le vrai bœuf bourguignon? Je me dis, ouais, voilà. Mais en fait, c'est comme si c'était végé. Enfin, voilà, c'est plein de questions très gênantes et surtout que tout le monde écoute. Surtout que c'était fait avec tellement de maladresse, qu'il y a un petit sourire en coin en mode, je vais chercher l'erreur et le manque de logique dans ta logique religieuse. Ah, mais oui, le vin, ça s'évapore. Oui, mais la graisse de bœuf, tu manges pas du bœuf. Ah, mais la gélatine, c'est pas vraiment de l'animal. Enfin, voilà. Toujours ça. On doit tout savoir sur tout, avoir un avis sur tout, être calé sur tout et savoir répondre à tout d'un point de vue scientifique, religieux, social, sociologique, philosophique. Enfin, voilà. Il faut être connaisseur partout pour répondre, pour être musulman en France. Donc j'étais enceinte à terme et donc je vais faire les courses un dimanche et donc je repars du centre commercial, Auchan, précise, et puis j'entends en fait derrière moi deux personnes en fait qui imitent un groin de cochon en fait. Voilà. Donc à plusieurs reprises, donc je me retourne
et je leur demande est-ce qu'il y a un problème. Donc j'entends ça l'arabe et ça le bougnoul. Donc là je suis saisie, en fait je suis saisie parce que tu reçois ça gratuitement. Donc tu demandes rien à personne, tu fais tes courses comme tout le monde. Donc je leur dis écoutez, s'il y a un problème, on va au commissariat et puis je dépose plainte et puis on règle ça là-bas. Et donc la dame, elle me répond, comme si on se connaissait depuis des années, et elle me dit mais vas-y, tu peux aller au commissariat, qu'est-ce qui va te croire ? Qui va croire tes propos ? Ta plainte, elle sera même pas, ça va être classé sans suite. En fait, elle était tellement sûre d'elle. Donc c'est tout, donc je regarde autour de moi, donc en fait les gens participent donc à ce qui se passe à l'intervention, mais personne ne réagit. Et donc je sors du magasin, donc je vais au commissariat. Et donc en fait l'agent me dit oui madame, vous savez ça c'est un fait isolé, on peut rien faire, je peux même pas vous prendre votre plainte, en fait on prend juste une main courante. Bah j'écoute en fait, donc je prends juste une main courante et puis je rentre chez moi. Il n'y a jamais eu de rappel, alors qu'ils peuvent en fait intervenir, demander les caméras, savoir demander aux commerçants dans la galerie, mais non ça s'est pas fait du tout. Après coup, j'ai pleuré quand même. Donc il y avait les hormones aussi de grossesse qui font que. Mais c'est vrai que les gens, en fait, ils sont des complices, en fait, à côté. Et c'est ça la dangerosité aujourd'hui. D'accepter le racisme, d'accepter qu'une femme, en plus, de confession musulmane et voilée, se fasse agresser, c'est tout. C'est pas notre problème, en fait. On ne sont pas concernés du tout. Floriane Lecoeur, membre du service juridique de la LDH, nous présente donc les actions en justice que nous menons. Une auto-école de la ville de Dreux proscrit dans son règlement intérieur le port ostentatoire de tout signe distinctif ou vêtement d'ordre religieux ou politique à l'intérieur de son centre. Par conséquent, cette entreprise commerciale refuse de prendre en formation les clientes porteuses d'un voile, arguant d'un principe de neutralité mis en place à la suite d'incidents survenus par le passé. Un tel refus fut ainsi opposé en mai 2025 à une jeune femme dont la poursuite de la formation fut conditionnée au retrait de son voile, ce qu'elle refusa, entraînant l'annulation de sa formation. La LDH s'est mobilisée aux côtés de cette victime en contestant une utilisation dévoyée de la laïcité du principe de neutralité qui cachait en réalité une discrimination à raison de la religion. La LDH a donc porté plainte le 13 octobre 2025 aux côtés de la victime pour discrimination caractérisée par le refus de fourniture d'un bien ou d'un service à raison de l'appartenance à une religion. Depuis que je suis arrivée dans cette ville, c'est presque quotidien. Les regards, des fois, c'est pas forcément dit, mais encore récemment, on marchait avec des amis et un monsieur qui courait nous a dit ah, c'est déjà Halloween. Donc même ça, on peut pas porter plainte en fait. C'est pas encore. Voilà, on comprend très bien les sous-entendus parce que on est voilé, qu'on n'est pas habillé comme lui ou comme lui, l'image qu'il se fait de la femme. Bah, du coup voilà, il s'est moqué en fait. Il s'est moqué clairement. Mais ces témoignages ne sont pas exceptionnels. Emmanuel Jourdan-Chartier, co-secrétaire général de la LDH, nous fait état de l'ampleur de l'islamophobie en France. 145 actes islamophobes ont été recensés entre janvier et mai 2025 par le ministère de l'Intérieur. C'est 3 fois plus que sur la même période en 2024, comme le soulignent alors largement les médias. Mais en fait, ça n'est pas du tout révélateur de l'ampleur de l'islamophobie. Il y a plus de 4 millions de musulmans en France et selon une étude de l'IFOP, en septembre 2025, les 2/3 d'entre eux déclarent avoir fait l'objet de comportements haineux au cours des 5 dernières années. Mais l'immense majorité des victimes ne portent pas plainte parce que les faits sont hélas extrêmement banalisés et que les victimes n'ont pas confiance dans la police et dans la justice. Les rares plaintes d'ailleurs sont au mieux classées sans suite. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement quand un ministre s'écrie « à bas le voile ». Ce climat irrespirable de racisme contre celles et ceux perçus comme musulmans pousse de plus en plus certains à s'autoriser la violence, parfois la plus extrême, comme en atteste le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard. On a eu aussi une histoire de racisme à la condition publique. On fait des réunions à la condition publique et il y a une dame avec son mari, des 2 personnes assez âgées et on était un groupe de femmes voilées et le monsieur y est rentré et la dame qui faisait la réunion, elle lui a dit allez vous asseoir là-bas monsieur. Il nous a regardé, il a dit non, je vais pas là-bas moi. Je m'assois pas à côté de ça. En parlant de nous. Quand j'étais plus jeune, j'avais environ 12 ans et je faisais partie d'une chorale, c'est-à-dire une maîtrise des petits chanteurs dans une ville. Et en fait, c'est des groupes d'hommes, d'enfants catholiques.
En gros, souvent, on faisait des représentations dans des églises, etc. Moi, j'étais pas encore j'étais de culture musulmane, mais j'étais pas vraiment musulman à l'époque. Enfin, j'avais 12 ans, quoi. Et donc, on faisait beaucoup de concerts, des tournées aussi dans toute la France, à l'étranger aussi. C'était aussi pour ça que mes parents m'avaient poussé à rejoindre ce mouvement. Ça me permettait vraiment de pouvoir voyager. Il s'avère que quand on faisait des tournées en France et à l'étranger aussi, on était dans des familles d'accueil. C'est-à-dire que des personnes qui nous accueillaient. Un jour, je me suis retrouvé dans une famille d'accueil, très clairement raciste et islamophobe. Et donc, en fait, très vite, quand ils se sont rendus compte que j'étais musulman et aussi fils d'immigrés, et toutes les discussions ont pris une très mauvaise tournure. Moi, du coup, dans les formulaires, moi, je mettais que je mangeais pas de viande, parce que je mange halal. À table que du jambon, c'est-à-dire que je pouvais rien manger. Donc c'était que les questions très personnelles. Qu'est-ce que font mes parents? Est-ce qu'ils prient? Est-ce que moi je prie? Est-ce que je fais le ramadan? Qu'est-ce que je pense du terrorisme? C'était plus ou moins au moment après les attentats. Et donc moi, j'étais vraiment au pied du mur. Enfin, c'était vraiment d'une violence inouïe, surtout pour mon âge. C'était aussi au moment en 2016-2017, au moment des élections, il me parlait de politique, de Marine Le Pen. Enfin, j'étais en porte-à-faux de toute la communauté musulmane de France, alors que je rappelle, je n'avais que 12 ou 13 ans. Et après cette discussion, donc à table devant aucun aliment que je ne pouvais manger, donc ils ont arrêté de me parler. C'est-à-dire que il ne parlait qu'à mon ami de l'époque dans la famille d'accueil. En fait, il lui parlait à lui pour me parler à moi. Dis à l'autre de descendre pour prendre sa douche, dis-lui qu'il faut qu'on parte. Il ne voulait plus me parler, il était vraiment dépité d'être tombé sur un petit musulman algérien. Je suis pas musulman, mais j'ai des origines du Maghreb, du coup, forcément, entre guillemets, j'ai déjà vécu de l'islamophobie. Déjà, ça remonte à très jeune, au collège. Très souvent, on me demandait continuellement si j'étais musulman ou français. Et c'est une question, en plus, je pense que j'avais une sorte d'islamophobie internée. Parce que je voyais, tu vois, que c'était pas bien vu, qu'il y avait une sorte de scission qui se faisait quand t'étais perçu comme musulman. C'est pour ça que d'ailleurs, je me souviens très bien d'un cours d'histoire où on était dans les chapitres des religions en 5e et la prof, au moment de commencer le chapitre sur l'islam, elle nous avait demandé si quelqu'un pouvait expliquer les piliers de l'islam. Elle avait dit au hasard Adèle ou Leïla. Et je m'en souviens, je m'étais senti hyper honteux parce que je m'étais dit putain, elle brise ma couverture que j'essaye de cacher, de montrer que je suis pas comme eux, pas musulman et tout, parce que je pense beaucoup d'islamophobie interne à l'époque. Il y a eu une fois, ma mère et moi on était en voiture, on allait chez ma tante. La police elle nous a arrêtés, comme ça. Alors que ma mère elle avait ses papiers, elle avait respecté tout. Mais je crois que c'est par rapport à son voile, parce qu'ils nous ont mal regardés. Ils ont dit ouais, vos papiers, il n'y a même pas de s'il vous plaît. J'ai dit à ma mère que ça se faisait pas, comment il lui parlait. Ma mère a été gentille, calme. Elle me dit des fois que si je porte le voile un jour, que je devrais faire attention par rapport au regard des autres. Qu'elle a peur qu'on m'arrache mon voile et tout ça. J'ai plus de l'inquiétude pour eux que pour moi. La laïcité protège l'expression des appartenances religieuses. Elle crée un espace commun permettant de vivre ensemble. Elle permet la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, mais aussi elle permet l'affirmation de la diversité des croyances, des cultures, des identités. La neutralité de l'État est uniquement de l'État, qui doit se tenir à égale distance de toutes les religions et églises, permet l'égalité. La loi de 1905 permettait le port de la soutane, tout comme elle permet le port du voile. Les restrictions introduites, en particulier celles de la loi de 2004, pourraient à ce titre être réinterrogées. D'abord, la liberté ne s'impose jamais par la force et réglementer les costumes, voiles, burkini, abaya est une pratique dictatoriale. Surtout, on voit bien que ces débats ne portent que sur l'islam, se fondent sur une instrumentalisation de la laïcité comme un outil d'exclusion islamophobe. L'islamophobie concerne aussi les personnes converties qui ne sont pas d'origine étrangère. Donc le voile, on sait pourquoi on le porte, dans sa religion, dans son cheminement. Et on sait dans quel contexte aussi on le porte, dans un contexte où il y a une montée de la haine envers l'islam, envers ses pratiquants, donc une montée qui est orchestrée, bien sûr, politiquement et médiatiquement. Et puis
le musulman est pointé du doigt et responsable de tous les maux. Donc que ce soit la disparition de la farine dans les magasins, au déficit public, puisque bien sûr le musulman vole le travail des Français, mais en même temps ne travaille pas. On n'est pas à une contradiction près. Et puis, il est aussi responsable des églises qui se vident. Là, je me souviens, une fois, je suis allée chercher une baguette, puisque je suis attachée à ma culture, à mes traditions. Et donc, le vendeur était très sympathique. Bonjour madame, passez une bonne journée. Et je suis sortie, j'étais trop contente et je me suis dit, il est trop sympa, malgré mon voile. Et après, je me suis dit, mais il faut pas penser comme ça, en fait. Avant, c'était une situation courante d'avoir des gens sympathiques envers moi-même. Alors, je recherche pas la sympathie, mais je recherche le respect. Et ce respect, je ne l'ai plus. Et en fait, on est tellement habitués à être mal regardés, à être toisés, à être considérés comme des Français de seconde zone, du fait du voile, que voilà, un excès de gentillesse et waouh, j'étais contente. Bah franchement, c'est ce que les filles elles disaient tout à l'heure, on est fatigué quoi. On fait avec maintenant. On peut pas changer les gens, je trouve que les médias ils ont une grosse part de responsabilité. Comme le souligne le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, le racisme a un impact sur la santé mentale et physique. D'abord parce qu'on n'est pas soigné de la même manière selon son origine, mais aussi parce qu'être victime de racisme porte atteinte à la santé. C'est ce qu'on appelle la charge raciale, un effort mental constant pour s'adapter au racisme, mais aussi le stress racial avec des troubles anxieux, des syndromes post-traumatiques, de dépression, d'isolement. Il y a eu une étude de l'INSEE en 2024 qui atteste que 56% des victimes de discrimination ressentent un impact psychologique plutôt important ou très important. 2 seules fois où j'ai essayé de rencontrer des psychologues. Et les 2 fois, j'ai toujours été confronté à la même chose, c'est-à-dire que la personne, rien qu'en me voyant et en m'ayant écouté pendant 2 minutes, arrive à connaître ma relation familiale, arrive à connaître mon sens du bien, mon sens du mal, arrive à me cerner juste avec 2 minutes de discussion, parce qu'elle connaît ma culture religieuse. Et c'est quelque chose qu'on m'a vraiment dit explicitement, ma culture religieuse. Et donc, là où moi j'arrive pour trouver des réponses qui me concernent, qui concernent ma personne, qui concernent ma personnalité, on me renvoie à une culture religieuse comme si j'étais juste, encore une fois, cette case. On revient vers Julien Talpin pour conclure avec une perspective sociétale sur ce phénomène et envisager des solutions. Alors que faire ? On est quand même, me semble-t-il, depuis 10 ans, dans une période un peu de reflux. L'année 2015 a été une année importante et un tournant de ce point de vue-là. Et un des effets, ça a été pour partie en fait le démantèlement d'un certain nombre de politiques publiques antidiscriminatoires. Et on voit très bien en fait combien des crédits ont été réorientés. Notamment, on est passé de la lutte contre les discriminations parfois à la promotion des valeurs de la République, la lutte contre la radicalisation, la promotion de la laïcité, ce qui sont probablement des causes nécessaires à porter, mais qui se sont faites un peu au détriment en fait de la lutte contre les discriminations. On a affaibli en fait tout un ensemble de politiques publiques. Malgré tout, des choses continuent à se faire. D'un côté, du côté de l'action publique, je pense que les institutions ont un rôle fondamental à jouer, à la fois par le discours qu'elles portent. Il y a une dimension symbolique à la question du racisme et des discriminations, de rappeler que malgré les discriminations subies, etc., vous faites tous et toutes partie de la nation. Et ce discours-là, on l'entend peut-être assez peu en réalité de la part des responsables politiques. Et il y a une attente symbolique au fond d'inclusion dans la communauté nationale qui est très forte, et puis derrière que cela se décline aussi d'un point de vue très pratique en termes de dispositifs, de formation par exemple, et d'éducation populaire pour accroître la conscientisation de la question des discriminations, et donc les institutions ont évidemment un rôle fondamental à jouer. Là où elles ont aussi potentiellement un rôle à jouer, c'est sur la connaissance et la reconnaissance du phénomène, pour démontrer l'ampleur du problème, affiner, approfondir les connaissances sur l'état des problèmes, et puis auto-organisation des premiers concernés. Là aussi, on est quand même plutôt dans une période de reflux, et moi j'ai beaucoup travaillé en fait sur les formes de répression ou de disqualification en fait des mobilisations antiracistes depuis une dizaine d'années. Alors tout particulièrement sur la question de l'islamophobie au fond. Il y a en particulier la loi séparatisme de 2021 constitue un marqueur important à cet égard. C'est-à-dire qu'on a quand même dissous les principales organisations qui luttaient contre l'islamophobie. À côté de ça, on attaque, disqualifie les associations ou les militants qui œuvrent sur ces questions-là. Mais on a eu encore récemment un rapport sur l'entrisme et le frérisme qui gangrénerait la société française, souvent avec assez peu de bases factuelles et empiriques qui viendraient l'attester. Malgré tout, c'est là qu'il est urgent de changer de regard, je crois, sur ces acteurs-là, et de changer de regard
à partir de véritablement ce qu'elles font, en fait. Il y a une sorte de soupçon permanent, alors que quand on regarde les revendications qui sont portées, il y a d'abord une attente d'égalité, au fond. Que la République soit à la hauteur de ses idéaux, et donc reconnaître le rôle démocratique, au fond, des acteurs de la lutte contre les discriminations et de l'antiracisme, de dire que l'égalité doit être une priorité nationale, et que c'est d'abord en soutenant y compris financièrement, en fait. Je pense qu'il y a un enjeu de moyens qui est aussi important en direction de ces acteurs-là, qu'on pourra continuer à faire reconnaître la légitimité de la cause et puis permettre que très concrètement les discriminations diminuent. Un dernier point en matière de lutte contre les discriminations, il est mieux placé en fait pour favoriser l'accès aux droits. Ce sont les associations de quartiers antiracistes qui ont des relations de confiance avec les habitants, qui sont prêts à se livrer derrière sur des choses souvent intimes, violentes, que sont ces discriminations. Et donc on a besoin d'approfondir, je crois, le maillage en fait qui va relier les victimes de discrimination aux institutions via ce travail d'accès aux droits. Et là aussi, on a besoin de la mobilisation des premiers et des premières concernés. Et donc vraiment, changeons de regard et voyons dans leur mobilisation une chance plutôt qu'une menace pour la République. Merci beaucoup pour votre écoute. Ce projet est soutenu par la DILCRA et réalisé en partenariat avec Radio Campus, Radio Moulin, MIT FM et Pastel FM. Luttons ensemble contre l'invisibilisation et la banalisation des racismes.